France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. Et ce matin, alors que les coureurs du Tour de France sont arrivés hier à Paris et que la grande boucle s'est achevée, alors aussi que le Tour de France Femmes vient de commencer, on va s'interroger sur les récits qui entourent cette compétition et se demander ce que le Tour raconte de la France. Alors pour cela, 3 invités ce matin en studio à mes côtés. Guillaume Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cycliste professionnel au sein de l'équipe Cofidis, diplômé de philosophie, auteur chez Grasset, c'est sorti en 2021 de la Société du Peloton et vous venez d'effectuer donc cette grande boucle. Vous avez terminé combien hier ? Alors hier c'était l'arrivée sur les Champs-Élysées, c'est vraiment pas mon profil, 10e du classement général au bout des 3 semaines. Et donc voilà, une belle performance, c'était mon objectif, donc je suis content d'avoir l'objectif atteint. Ce matin, je suis content de venir vous parler. Un peu fatigué, je dois vous l'avouer, et un peu courbaturé, mais non, ça a été 3 belles semaines pour moi et puis pour mon équipe. 10e du classement général, bravo, et bravo aussi pour être ici ce matin au micro de France Culture. À vos côtés, Jean-Louis Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur et producteur, vous avez réalisé le Tour de France, une passion française, ça a été diffusé fin juin sur France 3, encore accessible en ligne. Et enfin, Aurélien Bélanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier, auteur du Grand Paris, c'est sorti chez Gallimard en 2017, auteur aussi du XXe siècle, sorti chez Gallimard en 2023. Merci à tous les 3 d'être là. Quand vous êtes président de la République, la seule chose qui compte, c'est la France populaire. La France des usines. La France sur le bord de route lors du Tour de France. Et c'est pas si facile de rencontrer la France populaire. Où est-ce que vous pouvez vous mélanger à elle, partager avec elle? Pas simple. J'aime le foot, mais dans un stade de foot, c'est la France des supporters. Les supporters de l'OM, les supporters du PSG, les supporters de Saint-Étienne. Le Tour de France, c'est la France populaire. Et c'est le seul événement comme ça. Vous avez évidemment sans doute reconnu la voix de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui évoquait le mythe populaire du Tour de France. Guillaume Martin, est-ce que ce mythe populaire qui entoure la grande boucle correspond à une réalité? Est-ce que dans les étapes que vous avez traversées, que vous avez effectuées, vous avez le sentiment de rencontrer de cette France populaire? Oui, je crois que c'est assez évident. Il suffit de regarder les chiffres des audiences qui chaque année sont assez exceptionnels. Et moi, mon ressenti sur le terrain, c'est voilà, c'est un monde fou, une vraie effervescence. On a coutume de dire qu'il y a presque 2 sports. Il y a le cyclisme et le Tour de France. Et le Tour de France attire tout un public qui ne connaît pas forcément grand-chose au vélo, mais qui vient parce que c'est la fête, parce que c'est juillet, parce que c'est un grand événement populaire, parce que ça fait partie de du patrimoine français et que ça met en valeur aussi la France. Donc il y avait aussi eu un débat il y a quelque temps sur est-ce que le sport devait être ou était par nature politique ou non. Je crois que le son que vous avez fait entendre et la présence des politiques aussi sur quasiment tous les Tours de France témoignent du fait que évidemment c'est politique et que les politiques ont aussi un intérêt à se montrer sur le Tour de France, peut-être aussi de manière sincère, accordons-leur cela, pour effectivement rentrer en contact avec cette France qui est la chair de la France, mais finalement qu'on voit effectivement pas forcément souvent. Jean-Louis Pérez, cette France populaire, au fond, c'est le parti pris du documentaire que vous avez réalisé, faire le lien entre le Tour de France et cette France populaire. C'est même l'histoire du Tour de France que de nouer des liens entre des sportifs et des sportifs populaires. Les premiers coureurs sont d'abord des fils d'agriculteurs et d'ouvriers notamment. Oui, puis ça dure assez longtemps et c'est plutôt normal puisque en fait les coureurs, si les Français s'identifient aux coureurs, c'est qu'ils leur ressemblent. Très tôt les coureurs, le Tour de France a un succès assez immédiat lorsqu'il naît en 1903 et c'est parce que sur le bord des routes, d'abord c'est un événement gratuit, c'est pour ça qu'il est populaire. C'est un événement qui passe chez les Français devant leur porte. Ça, c'est très important dans l'histoire du Tour et dans son succès.
Et puis, effectivement, la France qui travaille du début du siècle, qui n'a pas encore de congés payés, eh bien, elle se retrouve dans les coureurs qui font des efforts, qui sont sur leur machine et qui finalement ressemblent aux Français. Aurélien Bélanger, est-ce que ce mythe populaire, il traverse toutes les classes de la société française, ou ça reste au fond un marqueur de classe très très identifié, le Tour de France, et le goût pour le Tour de France? Ce qui est bizarre, c'est que le fait que le Tour de France soit populaire fait partie de sa mythologie. C'est quelque chose qui est vendu en même temps que le Tour de France. Et d'ailleurs, effectivement, comme le disait l'intervenant juste avant, effectivement, c'est un spectacle gratuit, ça explique son succès. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que les gens participent gratuitement au Tour de France, parce que il est important pour le Tour de France qu'il y ait deux éléments, des coureurs d'un côté, et de l'autre côté, cette idée qu'il y ait une adhésion populaire au Tour de France. Et on voit bien que les caméras filment l'un autant que l'autre. Et donc, les gens qui sont au bord du Tour de France perpétuent ce mythe, qui est à la fois vrai, mais qui demande quand même à être questionné, parce qu'on ne parle jamais du Tour de France en ne l'opposant pas aux autres sports, en disant que là, on est un sport vrai, avec une vraie adhésion populaire, et un vrai sport populaire. Et c'est tellement construit dans la mythologie du Tour de France, c'est tellement pensé, que ça peut pas être non plus un événement spontanément naïf. Et on voit bien, par exemple, que les coureurs sur le bord de la route, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils sont aussi appâtés par une gigantesque caravane publicitaire, et que dans le temps de durée du spectacle Tour de France, pour eux, ce qu'on en voit, le spectacle des coureurs, ne dure jamais que quelques minutes, mais ils ont été aussi, alors gratuits, oui et non, parce qu'ils ont été aussi payés par tout un tas de choses, et donc le Tour de France finance le fait qu'il faut qu'il apparaisse comme un événement populaire. Donc tout ça est beaucoup moins spontané que ça en a l'air. Et ça vous paraît pas être un vrai sport populaire, Aurélien Bélanger, mais quand on le compare par exemple à d'autres sports collectifs comme le football, hein, c'était Nicolas Sarkozy qui établissait cette différence, est-ce que ça vous paraît être un sport plus populaire, le cyclisme plus accessible? Alors, il y a un point qui est intéressant à noter. Jusqu'à peu, le cyclisme était un sport qui était beaucoup plus blanc par ses participants que le football. Et le football, il y a toujours eu ce côté, une sorte de droite identitaire a toujours dit on aime bien le foot, mais c'est pas vraiment nous, c'est pas vraiment la France. Pendant longtemps, c'est heureusement en train de changer. Pendant longtemps, le cyclisme, pour différentes raisons, était un sport plutôt blanc. Et souvent, quand on entend populaire, de façon subliminale, on entend aussi ça. Il y a un côté, c'est des vrais Français, ils sont comme nous, ce sont des vrais prolétaires. De base, avant de devenir milliardaires, faut pas oublier que les footballeurs sont tout autant des prolétaires. Il n'y a pas une sorte de, il faut pas imaginer. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été beaucoup raconté avec des grands coureurs bretons venus vraiment du terroir, etc. Il y a un côté, c'est un sport qui extrait des paysans pour les transformer en superstars le temps d'un été. C'est quand même le lot de tous les sports. À quelques exceptions près, comme je sais pas, la Formule 1 ou le tennis, les sports recrutent quand même très largement dans les milieux populaires. Donc encore une fois, c'est une façon dont la marque Tour de France se vend, mais qui est peut-être pas si vraie que ça. Et c'est vrai qu'il y a cette question, hein. Le journal Libération entamait ainsi un article ce week-end. Je les cite: difficile de ne pas le remarquer alors que le cyclisme est un sport qu'on dit de plus en plus mondialisé. Le peloton qui traverse vaillamment l'Hexagone depuis 3 semaines est essentiellement blanc. Les Français, eux, le sont tous sur cette édition 2023. Fin de citation. Comment est-ce qu'on l'explique, Guillaume Martin, au fond, que ça reste un sport, c'est vrai, très très blanc dans la couleur de peau des participants? C'est oui, certainement des explications culturelles, parce que c'est un sport aussi qui, historiquement en tout cas, est très fermé sur lui-même. Quand en 1903, ou les premières décennies de l'existence du Tour de France, finalement, c'était quelques nations, et au sein de les nations européennes et du cœur de l'Europe, et au sein de ces nations, effectivement, quelques couches sociales seulement. Je pense que quand même il y a une évolution lente, trop lente certainement, mais le Tour, le cyclisme aujourd'hui s'ouvre à d'autres pays, à d'autres continents. Ça fait quelques décennies maintenant qu'il y a des coureurs nombreux d'Amérique du Sud, d'Océanie, aujourd'hui le cyclisme africain est en plein développement.
Donc, et d'un point de vue, oui, sociologique aussi, on voit qu'il y a, ce n'est plus que, je sais pas, des fils d'ouvriers ou de personnes issues du monde agricole. Il y a des gens qui ont des parcours très différents qu'on retrouve dans le peloton du Tour de France. Mais évidemment, le constat est là que il y a encore beaucoup de boulot à faire pour atteindre une vraie diversité. Mais de la même manière que ça a pris énormément de temps pour avoir un Tour de France féminin. Et les choses sont aujourd'hui en train de changer assez vite, heureusement, parce que oui, on est un sport quand même, je pense, assez conservateur où les choses mettent du temps à bouger en tout cas. Jean-Louis Pérez, ce qui est frappant aussi dans votre documentaire et qui vient renforcer cette idée d'un mythe populaire du Tour de France, c'est l'aversion presque de l'ordre du réflexe des supporters pour les coureurs aisés. On a l'impression que les coureurs aisés sont souvent les mal-aimés du Tour de France. On pense évidemment à Louison Bobet après la guerre ou à Jacques Anquetil qui était le grand rival de Raymond Poulidor en 1964. Ce qui est étonnant, oui, c'est qu'il y a une forme de réflexe chez les supporters qui est de ne pas aimer les coureurs qui renvoient pas des valeurs populaires, en fait, pour le dire simplement. Simplement pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, le Tour, en fait, il est un reflet de son époque, en réalité. Parfois, il est en avance. Parfois il est en retard, parfois il est en plein dedans. C'est vrai que sur le Tour de France féminin, il a cette année l'année dernière raccroché les wagons. Et effectivement, en plus, il y a un succès d'audience. Donc voilà, il est sur ce sujet-là bien dans son époque. Sur le sujet de la diversité, il est en retard. Les organisateurs n'ont pas fait le travail aussi d'aller chercher du Tour, je parle, d'aller chercher d'autres publics. Le Tour n'a pas fait ce boulot de passer suffisamment peut-être dans les quartiers autour des villes. C'est un sport qui est plus dédié aux campagnes en fait, qui met en scène le pays et qui n'a pas fait ce travail. Donc effectivement. Sur le sujet de la diversité, il est en retard. Sur le sujet des coureurs aisés, oui, Anquetil était opposé à Poulidor et Poulidor représentait plus cette France. Les Français se retrouvaient plus en Poulidor que dans Jacques Anquetil. C'est un fait. Et Louison Bobet non plus n'était pas particulièrement aimé des Français, même si ça reste un grand coureur, même si beaucoup l'ont reconnu. C'est un grand nom du cyclisme, mais qui n'avait pas l'aura d'un Raymond Poulidor. Mon grand-père relatait les étapes du Tour de France. Donc, il y avait une carte de Tour de France et il épinglait tous les soirs sur cette carte géographique avec un petit drapeau l'avancée du Tour de France et les étapes. Et je voyais bien que Bordeaux, Libourne, je ne sais quoi, Paris, j'ai réussi à situer Paris sur une carte. Grâce à ça, j'ai encore ce souvenir-là. C'était une épingle rouge et c'était un petit drapeau bleu-blanc-rouge qui était planté sur Paris. Durant mon enfance, nous étions limités à notre région, à notre coin. Au maximum, on allait à 100 km du village. Mais grâce au Tour de France, nous avons appris à connaître des villes de Bretagne, des Vosges, et que ce soit des villes importantes ou moins importantes. À l'époque, je me retrouvais peut-être au cours moyen première année, deuxième année, et on apprenait la géographie, on apprenait les Alpes. Eh bien, je me rappelle que l'instituteur à l'époque avait dit « Patricio, tu peux nous parler des Alpes ?» Eh bien, moi, je connaissais le col du Petit Saint-Bernard. Et là, je me suis senti briller dans cette classe, grâce au col du Petit Saint-Bernard, appris grâce au Tour de France. Un autre extrait du documentaire que vous signez, Jean-Louis Pérez, un documentaire intitulé « Le Tour de France, une passion française ». C'est aussi cela, le Tour de France, Jean-Louis Pérez, c'est un moyen d'entrer dans la géographie française, de découvrir la France que l'on ne connaît pas ou la France que l'on connaît mal ?
Complètement. Il y a des noms qu'on ne connaît que grâce au Tour de France. Enfin, moi, c'était mon cas. J'étais pas enfant particulièrement fan du Tour de France, mais je le regardais un peu contraint chez mes grands-parents l'été. Et effectivement, le col du Tourmalet, la planche des belles filles, ce sont des noms que j'ai entendus en regardant le Tour de France à la télévision, et puis en découvrant ces paysages qu'on découvre de plus en plus depuis que la télévision existe. Au début, la mise en scène n'était pas aussi incroyable ou spectaculaire, mais aujourd'hui, la mise en scène du Tour de France fait attention à ça, prend en compte les paysages, les films. C'est la France vue d'en haut. En fait, le Tour de France aussi, on peut redécouvrir son propre territoire filmé par un hélicoptère, un drone. Et effectivement, on apprend la géographie, les paysages. On peut apprendre grâce au Tour de France. Aurélien Bélanger, vous écriviez dans l'Obs que le Tour de France était une machine à dérouler des paysages. C'est aussi cela le Tour de France pour vous ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il a toujours été là. C'est une sorte d'événement d'enfance. On l'a regardé enfant, et puis tardivement, on va le re-regarder adulte. Et c'est déjà un spectacle maniériste, parce qu'on a l'impression qu'on est déjà très familier. Et c'est déjà cette espèce de chose très forte avec le Tour de France. On est presque surpris d'apprendre qu'il n'a que 100 ans, parce que c'est quelque chose qui est immémorial, c'est l'enfance. Et ce qui est intéressant, c'est de le revisiter. Et on le revisite toujours avec l'idée qu'on l'a déjà visité. Alors évidemment, il y a cette affaire de paysage, qui, je pense, est relativement récente, parce qu'elle date de l'introduction de l'hélicoptère, qui doit être assez tardive. Au début, c'est plutôt des caméras fixes. Faut pas oublier aussi que c'était beaucoup un événement radiophonique. Et je résiste pas à vous raconter comment j'ai suivi, je sais plus quelle étape de montagne, je crois que c'est celle du Tourmalet. Je traversais la Normandie en voiture dans des routes qui serpentaient, et j'avais mis la radio, j'avais pas écouté le Tour de France à la radio, et ça marche merveilleusement bien. C'est vraiment un spectacle qui peut aussi très très bien se passer d'images, étant donné aussi qu'il y a... Bon, qu'est-ce qu'on aime regarder? On aime regarder des paysages. Il y a aussi, faut être honnête, on aime aussi regarder des dérailleurs parfaitement huilés, dont les vitesses passent impeccablement. Voilà. Le paysage ne se contente pas. C'est pas non plus des racines et des ailes. C'est pas une émission strictement patrimoniale où on regarde des abbayes et des cols défiler. Ça tient aussi à cette espèce de rythme bizarre où de temps en temps, on prend plaisir à regarder des jambes qui tournent. Et dans le même temps, Aurélien Bélanger, les images peuvent paraître indispensables quand il s'agit de sprint, quand on rend le vélo un peu spectacle avec les chutes, quand on a le sentiment aussi d'accompagner grâce aux caméras les coureurs dans leur course tout au long de la journée. Ces images, aujourd'hui, elles paraissent indispensables quand on veut suivre le Tour de France. Oui et non, parce que dans le cas des sprints, c'est frappant, on n'y comprend pas grand-chose, ça va tellement vite, donc il y a la voix des commentateurs qui s'accélère, et ils nous disent en général, et on apprend, alors qu'on l'a sous les yeux, c'est dans l'oreille qu'on apprend qui a gagné. Ça va tellement vite, à moins d'être vraiment un expert, d'avoir vu plein de sprints, d'autant plus qu'on n'a plus la culture de la piste, qui était vraiment le vrai vélo dans la première moitié du XXe siècle, c'était quand même le vélo de Vélodrome. C'était ça qui était vraiment le plus populaire. C'est une culture qui a été très largement, enfin qui a complètement périclité, plus personne ne l'a, et on ne sait plus distinguer vraiment qui gagne, et on ne voit plus les accélérations avec cette histoire du sprint où c'est pas celui qui est devant qui va gagner, c'est celui qui dégage un couloir pour produire la meilleure accélération, ce qui en fait un spectacle audiovisuel assez intéressant. Donc après, évidemment, bon, bien sûr, il y a ce truc, il y a les chutes, il y a les faits de course qui sont très spectaculaires. Là, on a vu, il y a carrément eu un bouchon, une moto qui est tombée. Voilà. Bon, c'est quelque chose qui est très, très important, mais faut pas oublier qu'on n'y comprend pas grand-chose. Alors, spécialement aux stratégies de course, etc. Donc, on a quand même besoin, c'est un spectacle avec des images, mais on a besoin de les entendre commenter, sinon, effectivement, on n'y comprend pas grand-chose. Guillaume Martin, lorsqu'on est coureur sur le Tour de France, quel rapport on a à la géographie, au paysage, au territoire? Est-ce que le territoire est juste un élément qu'il faut combattre, un élément face auquel on doit gagner? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que vous prenez parfois du plaisir, lorsque vous êtes sur votre vélo, à observer pendant le Tour de France les paysages qui vous entourent? Ça peut arriver de moins en moins parce que le cyclisme moderne fait qu'on roule de plus en plus vite, il y a de plus en plus de tension, donc on est concentré quand même sur notre vélo, notre roue avant. Mais il y a des moments où comme ça on peut sortir de la course. Moi, ça m'est arrivé un petit peu cette année sur le Puy-de-Dôme, ascension mythique qu'on reprenait après plusieurs décennies d'absence, où il y avait eu un fameux duel notamment entre Anctil et Poulidor, et il n'y avait pas de spectateurs parce que c'est une zone préservée d'un point de vue environnemental, et dans pleine souffrance, tout d'un coup j'ai relevé la tête et je me suis dit tiens, c'est très joli, et puis bon, tout de suite j'ai remis la tête dans le guidon et
Et je suis reparti dans ma soude France, mais il y a des moments où comme ça on sort un peu de l'effort pour avoir conscience du territoire. Et puis là, le territoire, on a conscience d'un point de vue physique aussi, évidemment, par rapport au dénivelé et aux différentes courbes, enfin voilà, au parcours. Après, par rapport à ce qui a été dit auparavant sur le fait que la manière dont le tour est retransmis ou raconté, il y a une chose que le philosophe et académicien Jean-Luc Marion, que j'ai eu la chance de raconter, m'avait dite et qui me semble assez juste, c'est que finalement le cyclisme est sans doute le seul sport où personne ne voit l'entièreté de l'épreuve. C'est-à-dire que nous, cyclistes, en fait, on a une vision évidemment très, très parcellaire. On est coincé au milieu du peloton, on voit les quelques coureurs autour de nous, mais on voit pas du tout l'ensemble de la course. Les directeurs sportifs qui sont dans la voiture, sans doute encore moins, parce qu'ils ont des infos un petit peu par la radio, ils arrivent à capter un petit peu la télé par moment, mais ils nous disent des choses dans l'oreillette, mais ils n'ont pas toutes les infos pour. Justement, à la télé, c'est toujours aussi des choix de réalisation, c'est une moto qui suit le premier groupe seulement, mais on voit pas ce qui se passe derrière. Et évidemment, le public sur le bord de la route ne voit que effectivement un passage éclair. Donc finalement, c'est ça qui est assez à l'inverse du football ou de tous les sports qui se pratiquent dans des stades ou la boxe sur un ring, où là on a une vision complète de l'épreuve. C'est ça qui est étrange dans le cyclisme, c'est qu'on a une vision seulement très très parcellaire, et c'est ça qui fait que c'est un sport qui se prête très bien au récit, au fait qu'on peut le raconter parce qu'on finalement on invente. Chacun on a son appréhension du Tour de France et du cyclisme. Et on ne connaît pas la fin. Et donc on va poursuivre cette discussion tous les trois, avec vous trois plutôt, Guillaume Martin, Jean-Louis Pérez, Aurélien Bélanger, à partir de 8h20. 7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Suite de notre discussion sur le Tour de France pour tenter de comprendre ce que la grande boucle raconte de la France avec nos trois invités. Guillaume Martin, cycliste professionnel au sein de l'équipe Cofidis. Il a terminé 10e au Tour de France hier et il est diplômé de philosophie. Il est auteur de La Société du peloton. C'est paru chez Grasset en 2021. Avec nous également Jean-Louis Pérez, réalisateur et producteur. Il a réalisé le Tour de France, une passion française, diffusé fin juin sur France 3. Et à ses côtés, Aurélien Bélanger, romancier, auteur du Grand Paris, c'est paru chez Gallimard en 2017, auteur aussi du XXe siècle, paru dans la même maison d'édition en 2023. Aurélien Bélanger, vous écriviez dans l'Obs que le Tour de France donnait une image artificielle de la France. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? En quoi est-elle artificielle, cette image? Disons que ça rappelle ces jeux qu'aiment bien faire les géographes, des jeux d'anamorphose, où on prend la carte réelle, la carte physique, et on voit les déformations démographiques, les pôles d'activité, les pôles industriels, etc. Et donc, la carte de France, il y a cette espèce d'hypothèse centrale, qui était d'ailleurs représentée par les premiers Tours de France, il faut faire le tour de la France. Et très vite, on a découvert que c'était mieux d'aller beaucoup dans les Pyrénées, beaucoup les Alpes, donc d'anamorphoser vers le sud, de remonter peut-être jusqu'à la planche des Belles Filles pour aller chercher quand même quelques cols, enfin le col le plus nordique, etc. Et il y a tout un jeu comme ça, entre une sorte de France revendiquée, c'est le Tour de France, et une France perdue, ça ne fera jamais le Tour de France, et d'ailleurs, il y aura de plus en plus des départs à l'étranger, enfin voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport à la territorialisation du sport, parce que c'est l'un des rares sports, le Tour de France, où c'est absolument obligatoire qu'il y ait une carte derrière. Les autres sports peuvent s'en passer, les clubs peuvent passer d'une ville à l'autre, enfin tout ça est très fluide, et le Tour de France a cette obligation. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt que de s'en désoler, etc., c'est de regarder comment est-ce qu'on s'en arrange. Par exemple, beaucoup de gens se sont désolés que cette année, on n'aille pas du tout en Bretagne et que ce soit très sud-est. Et on sait très bien que l'année prochaine, ça va être rattrapé. Et tout ça est très intéressant. Aussi très intéressant, c'est de faire la liste de plus en plus restreinte, mais qui se maintient le noyau dur des villes qui n'ont jamais accueilli le Tour de France. Donc voilà, tous ces jeux territoriaux nous prouvent... en fait, non pas que le Tour de France rate la France, mais nous prouve que l'objet France est quelque chose qui est beaucoup moins ancré dans une géographie physique qu'il n'y paraît, et que c'est un objet beaucoup plus mobile, dont le Tour de France est l'un des observatoires pour observer les anamorphoses. Les anamorphoses autour de sa géographie physique. Jean-Louis Pérez, vous êtes d'accord au fond avec cette idée que le Tour de France diffuse une image, allez, si ce n'est faussée, du moins un peu artificielle de la France contemporaine ? Je sais pas trop quoi vous répondre. Écoutez, le Tour de France traverse forcément certaines régions et pas d'autres. Ça, c'est le choix des organisateurs qui, effectivement, font
des choix une année, essayent de les rattraper l'année d'après. La Bretagne, ils y passent régulièrement. Quand ils y passent pas une année, ils y passent celle d'après. Donc, je sais pas trop quoi répondre à votre question. Non, en fait, c'est une image. Je sais pas si elle est faussée, elle est partielle forcément, puisque c'est des choix des organisateurs, c'est des choix de réalisation qui sont faits à la télévision. On en parlait tout à l'heure, de mise en scène de la France. Après, voilà, je suis pas sûr qu'elle soit complètement faussée, cette image. Aurélien Bélanger, vous expliquez aussi que si cette image était artificielle, c'est que certaines régions étaient totalement sous-représentées. Vous prenez l'exemple de l'Île-de-France. Le Tour de France montre rarement l'Île-de-France. Oui, alors il y a toujours la dernière étape depuis l'arrivée sur les Champs-Élysées et auparavant l'arrivée sur le vélodrome du Bois de Vincennes. Il y a l'idée qui est quand même génialement centralisatrice, qu'à la fin, la France s'offre entière aux Champs-Élysées et que tout ça ne doit aboutir qu'à un passage sous l'Arc de Triomphe. Néanmoins, l'Île-de-France, que bêtement je pratique en tant que cycliste, qui est une région cycliste assez exceptionnelle, extrêmement belle, etc., est toujours sous-représentée dans une dernière étape qui est rarement passionnante sur le plan sportif, avec des paysages qui sont un petit peu sacrifiés. Et c'est vrai qu'on a tendance à aller chercher les grands paysages et de ne pas voir cet aspect qui est très frappant dans l'Île-de-France, une sorte de beauté modérée, quoi, des fins de cuesta, des collines, des côtes très très douces, etc. Et de fait, c'est assez peu représenté. Mais on pourrait parler aussi de la Sologne ou de grandes régions un peu sinistrées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le cyclisme, le Tour de France et la pratique territoriale est aussi une machine à projeter du paysage et à découvrir du paysage qui n'existe pas comme ça sur le papier. Sur le papier, il n'existe que le sublime des grands cols et puis pas grand-chose à côté, ou le Mont-Saint-Michel ou les grands sites. Et dès qu'on commence à parcourir sérieusement le paysage, on découvre qu'en fait, le paysage a une sorte de capacité de projection de lui-même et il est toujours à un degré ou à un autre intéressant. Guillaume Martin, ce hiatus que décrit Aurélien Bélanger entre sa pratique de cycliste amateur, la France qu'il découvre peut-être le week-end à vélo et la France qu'il voit lors du Tour de France, est-ce que vous en faites vous aussi le constat? Est-ce que vous, lorsque vous prenez votre vélo, vous faites une expérience géographique, territoriale tout à fait différente de celle que vous effectuez lorsque vous traversez la France grâce au Tour? Oui, parce que déjà le paysage il est transformé par cette grande machine ambulante qu'est le Tour, avec sa caravane, avec les voitures ouvreuses, avec le public sur le bord des routes, qui fait que nous de l'intérieur parfois aussi on peut ne pas voir le paysage simplement parce qu'il y a du monde autour. Faut savoir que le Tour de France c'est une marque maintenant. Et c'est pour ça qu'on s'est un peu éloigné évidemment de cette ambition des débuts de faire le tour géographique de la France avec je crois qu'aujourd'hui il y a plus de départs à l'étranger que de départs depuis la France, et effectivement on regarde les tracés, ils sont on est très loin maintenant de faire le tour de la France, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de contraintes derrière, d'impératifs logistiques, de devoir relier telle ville et telle ville qui sont demandeuses. Certaines seraient demandeuses mais n'ont pas les infrastructures nécessaires. Il faut aussi qu'il y ait un spectacle, hein. C'est vrai que quand même là où il y a le plus d'audience, là où il y a le plus d'intérêt sportif, c'est quand même quand il y a des grandes difficultés, et celles-là on les retrouve dans les grands massifs montagneux de notre pays. Donc ce qui fait qu'il y a forcément un tropisme vers certaines régions de France. On peut s'en émouvoir. Moi je suis normand, je m'en émeus, ça fait depuis 2017 que je fais le tour. Cette fois j'ai quasiment pas mis les roues en Normandie. Oui, forcément qu'il y a tellement d'enjeux et de contraintes que il y a des choix effectivement qui sont faits. Ouais. Jean-Louis Pérez, votre documentaire le raconte bien. Au tout départ, le Tour de France, c'était littéralement le Tour de la France. On effectuait le tour du pays en raccordant les frontières les unes aux autres. Après la Seconde Guerre mondiale, on s'intéresse à l'intérieur de la France. Les étapes entrent petit à petit en France. Comment s'opère ce changement de paradigme? Pourquoi on passe de l'un à l'autre? C'est une volonté de se renouveler, en fait, tout simplement, pour les organisateurs, et puis de changer un peu de tracé, d'aller visiter d'autres régions. Simplement, c'est vrai qu'à ce moment-là, et
Et toujours dans la même histoire, le Tour de France, c'est que on se rend compte que quand il passe dans certaines régions, effectivement, il y a un éclairage à ce moment donné de l'été, alors que ces régions sont complètement soumises à l'exode rural et se vident peu à peu. Donc c'est aussi ça, le Tour, après la guerre en tout cas. C'est un événement qui met en lumière les campagnes françaises. Et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, peut-être que ça dure encore aujourd'hui et peut-être que du coup certaines régions des zones périphériques des villes n'ont pas été visitées, mais il y a cette volonté d'explorer la France de l'intérieur aussi à un moment donné des organisateurs pour se renouveler. Et c'est une mise en lumière des campagnes françaises, réellement le Tour de France à ce moment-là. Guillaume Martin l'a dit, le Tour de France est devenu une marque et en parallèle de votre documentaire, Jean-Louis Pérez est sorti un autre documentaire sur Netflix intitulé Tour de France au cœur du peloton. C'était un documentaire qui s'intéressait à l'édition 2022 du Tour de France. Est-ce que ce documentaire raconte une autre histoire que le vôtre, Jean-Louis Pérez, et quelle histoire raconte-t-il ? Alors, j'ai pas tout vu de cette série, j'ai vu quelques épisodes. Écoutez, ça parle de sport ou de compétition. C'est une série qui ressemble à une autre série qui avait été faite sur la Formule 1 par Netflix. Donc, c'est une façon de raconter le sport qui n'était pas du tout l'objet de mon documentaire. Moi, je parlais pas du tout de sport, en fait. Je parlais de tout sauf de sport dans mon documentaire. Évidemment que le vélo était présent puisqu'on parlait du Tour de France, mais c'était mon documentaire raconter ce que le Tour raconte de la France. J'ai l'impression, ou de ce que j'en ai vu, la série Netflix parle des équipes et de la compétition. Aurélien Bélanger, comment est-ce que vous expliquez l'attrait international ? C'est vrai que c'est le troisième événement le plus regardé à la télévision, le troisième événement sportif le plus regardé au monde à la télévision. Comment est-ce que vous comprenez cet attrait exceptionnel du Tour de France dans le reste du monde ? Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'heures d'image et que ça dure très longtemps et que c'est quelque chose de jamais désagréable à regarder, même s'il se passe rien, il se passe toujours quelque chose parce qu'on est presque sur l'essence même du spectacle audiovisuel. Il y a des images animées, de coureurs, etc. Pour revenir à cette histoire de Netflix, non, ça me semble extrêmement intéressant parce qu'on oublie souvent que la télé-réalité, c'est pas des émissions qu'on aime moquer, c'est un genre télévisuel. Et Netflix, ce qu'ils ont fait avec la Formule 1, ce qu'ils sont en train de faire avec le Tour de France, c'est transformer complètement de l'intérieur le spectacle. Pour l'instant, il y a une hégémonie des moyens de France Télévisions sur le Tour de France, et d'ailleurs, ils sont en partenariat avec Netflix. Mais la façon de raconter le Tour de France, à partir du moment où il y a des inserts sur des directeurs sportifs ou des coureurs qui commentent l'image, ce qui est ça le mécanisme essentiel de la télé-réalité, c'est un commentaire des acteurs sur les actions en cours, et de nature à tout changer, parce qu'on l'a bien vu avec la Formule 1, qui était un sport un peu ronronnant et pas totalement intéressant, ils ont réussi à la re-rendre intéressante. Pour l'instant, c'est un documentaire, donc c'est pas une diffusion en direct. Ils font la série sur le Tour de France de l'année d'avant. Je pense qu'il faudra être très attentif à terme sur ce qui va se passer, parce que c'est de nature à totalement changer la nature du spectacle. Parce que pour l'instant, on sait que c'est spectaculaire, mais on joue la temporalité, on sait que ça va être spectaculaire dans 30 km, et on attend, ça prend 1h30, etc. Netflix, en transformant ça, en le saucissonnant, en le racontant, a la capacité de vraiment transformer ça avec une dynamique de série, à balancer du spectaculaire toutes les 2 minutes. Donc ça, je pense qu'il faudra être très très attentif à l'évolution de cette chose qui peut radicalement changer la nature de l'objet et le rendre, pour répondre à votre question, encore plus internationalisable. Internationalisable. On a parlé du lien, Alain Bélanger, entre documentaire, Tour de France, Netflix, Tour de France. Quel est le lien entre la littérature et le Tour de France ? Est-ce que c'est un objet qui est difficile pour les écrivains à s'approprier ? Il y a un mythe qui est que les chroniques de Blondin étaient géniales. Quand j'y suis allé regarder, je les ai trouvées pas bonnes du tout, mais qui, dans leur... c'est un jugement de goût. Oui, mais disons que dans leur échec, ça explique pourquoi c'est pas bien et pourquoi ça peut être bien. Parce qu'en fait, le Tour de France est une mythologie dérisoire. Alors j'ai honte de dire ça face à quelqu'un qui l'a fini hier. C'est incroyablement dur, mais c'est pas si dur que cela. C'est pas si dur que cela parce que c'est des professionnels qui sont formés pour le faire. Mais par contre, on aime bien raconter depuis Albert Londres et les forçats de la route, on aime bien exagérer l'héroïsme. Donc l'héroïsme d'un Anquetil, l'héroïsme d'un Poulidor, c'est pas mal. En vrai, par rapport à, je sais pas, l'héroïsme contemporain de héros de la résistance, c'est totalement dérisoire. Et il y a cette espèce de jeu, et c'est ça qui le rend très littéraire, de faire de la mythographie. C'est de savoir qu'on ment un petit peu, de savoir qu'on exagère, de savoir qu'on en fait trop, qu'on en fait des tonnes.
Et ce qui fait ce décalage totalement littéraire. C'est-à-dire qu'il y a besoin de figures de l'hyperbole. Et c'est pas totalement un hasard si, face au Tour de France, l'écrivain français retombe dans ce vieux travers de la littérature française, qui est le travers hugolien, d'en faire des tonnes. D'en faire des tonnes avec cette espèce de petite conscience un peu postmoderne de « mais ceci n'est pas totalement vrai ». Et pour ça, c'est intéressant. Guillaume Martin, j'ose à peine vous demander si vous êtes d'accord. Je rappelle que vous avez terminé 10e du Tour de France dans son édition 2023. Alors, est-ce qu'on héroïse trop, comme le sous-entend Aurélien Bélanger, est-ce qu'on héroïse trop les coureurs du Tour de France ? Finalement, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est très difficile, c'est une souffrance absolue. Je sors d'une souffrance absolue de 3 semaines, mais c'est une souffrance qui est voulue, consentie. Donc finalement, évidemment qu'il y a des choses bien plus dures dans l'existence. Mais par contre, vu de l'extérieur, et c'est vrai que moi, je m'entraîne pour ça. On me demande souvent comment vous faites pour pédaler comme ça dans l'école pendant 3 semaines. Mais c'est que effectivement, c'est notre métier. Et on est vraiment entraîné. On se prépare toute l'année pour ça. Mais par contre, de l'extérieur, je pense qu'il y a une fascination qui est réelle. Qui date depuis très longtemps et qui explique effectivement que tant d'écrivains se soient intéressés au cyclisme et écrit sur le cyclisme. Fascination parce qu'il y a ce côté épique évidemment du Tour de France et feuilletonesque, et je crois que c'est pour ça que Netflix aussi aujourd'hui ça colle à cet événement. C'est Roland Barthes dans ses mythologies qui décrivait le Tour de France comme une épopée à part entière. C'est l'Odyssée avec le retour à Ithaque, effectivement, aux Champs-Élysées tous les ans. Donc, oui, on a envie naturellement de mettre de l'emphase autour de ça. Et j'ai pas vu le documentaire Netflix, mais je crois qu'ils le font très bien. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait le charme du vélo, c'est que c'est quelque chose qui se raconte, qui peut se raconter par des grandes plumes littéraires, par des commentateurs à la télé, par ses grands-parents aussi, qui vous racontent les histoires des champions de leur enfance, la radio. Je pense que le Tour a vraiment évolué et grandi avec la radio et avec cette magie de la radio qui est de pouvoir raconter des choses qu'on ne voit pas et finalement jouer sur l'imaginaire. Donc il y a une grande part d'imaginaire évidemment liée au Tour de France. Mais oui, effectivement, c'est pas si dur que ça. Bon, si c'est pas si dur que ça va. Alors, on est content que vous soyez venu ce matin. Jean-Louis Pérez, vous avez fait un autre choix. Vous avez pris un parti totalement différent de celui du documentaire Netflix. Vous avez décidé de donner la parole aux Français. Ce qui frappe, c'est que c'est toujours le Tour de France, quand on les entend, ces Français dans votre documentaire, une affaire de famille. Et même autour de moi, quand j'ai fait un petit sondage, quand j'ai parlé du Tour de France, tout le monde parle de ses grands-parents et de son grand-père qui regardaient le Tour de France. C'est ça pour vous, le Tour de France? C'est d'abord aussi une affaire de famille entre Français? C'est une affaire de famille parce que c'est une affaire de Français, et maintenant d'ailleurs, plus seulement de Français, mais pendant très longtemps c'est un événement national, c'est devenu un événement international, et de par sa médiatisation, puisque le Tour de France au début il est né pour vendre du papier, c'est le journal L'Auto qui crée le Tour de France, L'Auto qui est un journal un peu en perte de vitesse, qui a besoin de vendre des exemplaires et qui crée le Tour de France. Donc depuis le début, le Tour de France, il est fait pour aller vers les Français, en fait. C'est un spectacle qui est vendu comme tel. Donc oui, on a tous un souvenir. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, moi je n'ai pas un souvenir très bon du Tour de France. Mes premières images, c'était de l'ennui, l'été, chez mes grands-parents. Et puis, mais c'est un souvenir, en fait, que j'ai, voilà, qui est ancré en moi. Et donc chacun a un petit bout de Tour de France à raconter, d'enfance, d'adolescence ou plus tard d'âge adulte. Donc oui, forcément, les familles se regroupent autour du Tour de France. Et c'est un spectacle qui s'est achevé hier dans son édition 2023 pour les hommes, qui se poursuit pendant plusieurs semaines pour les femmes. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans les matins de France Culture. Guillaume Martin, je rappelle que vous êtes cycliste professionnel au sein de l'équipe Cofidis, diplômé de philosophie, auteur de La Société du Peloton. C'est paru chez Grasset en 2021. Jean-Louis Pérez, vous êtes réalisateur et producteur. Vous avez réalisé Le Tour de France, une passion française, diffusé sur France 3 et toujours disponible sur la plateforme
plateforme France Télé. Et Aurélien Bélanger, vous êtes romancier, auteur du Grand Paris chez Gallimard, auteur aussi du XXe siècle qui est paru chez Gallimard en 2023. Guillaume Martin, restez avec nous, on a une petite surprise qui vous a été concoctée par Nassim El Kabli.